Alors, je crois que mon micro fonctionne à nouveau. Je vais vous inviter à venir vous installer. Je sais, ce n'est pas évident parce que quand on se retrouve tous les uns les autres, vous avez évidemment plus que jamais envie de discuter et d'échanger. Mais cette université photovoltaïque d'Enerplan n'est pas terminée encore. Encore 2 tables rondes. Tout à l'heure, on parlera des nouvelles solidarités. Mais à présent, on va parler de stockage. De stockage avec cette problématique de la baisse des coûts et des innovations. Est-ce qu'elles vont stimuler le développement du couplage PV-batterie? Qu'apprendre des retours d'expérience, évidemment, en France, et on va le voir concrètement, mais aussi à l'international, et notamment avec l'exemple allemand dans un instant. Alors, comme d'habitude, vous pourrez évidemment poser vos questions. Et vous tous qui nous suivez aussi sur YouTube, je prends vos questions au fil de l'eau, en fonction, évidemment, de ce qui m'est transmis. Alors, je vais présenter mes différents intervenants. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Donc Mathieu Lassagne, vous êtes CEO de Zi Energy. Vous allez nous dire un peu plus. Alors tout à l'heure, je disais, voilà, les centrales PV plus le stockage, ça existe. Et vous allez nous le prouver concrètement dans un instant. À vos côtés, pour avoir l'éclairage justement sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne et plus globalement un éclairage macro sur ces questions, Sven Rossner, qui est directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Merci d'être avec nous. Autre acteur à vos côtés, Philippe Chin, bonjour, qui est directeur de clientèle de Vercor. Alors là, on va parler d'usine avec vous, d'usine de batterie. Donc on va voir, il y a différents types d'exemples. Évidemment, il y a du stockage stationnaire et ça va être le cas avec votre voisin. Là, on va être aussi plus sur les batteries, les enjeux de véhicules aussi dont on parlait ce matin. Mais donc différents éclairages autour du stockage. Et donc Laurent Hubard, bonjour, qui est CEO de Energiga. Et donc vous allez nous parler là encore de votre technologie. Alors on va commencer par un premier tour de table pour montrer concrètement ce que vous faites. C'est ce que je disais, je crois que j'ai animé régulièrement, parce que je le fais régulièrement, cette université. Il y a 2-3 ans, quand on parlait de stockage, on n'avait pas grand-chose de très concret à montrer. Là, on a du concret à montrer et c'est ce qu'on va faire avec vous, Mathieu Lassagne. On va commencer avec vous et ce que vous faites à Zi Energy. Ça va réapparaître bientôt sur notre écran ici. Voilà, le solaire dispatchable, vous expliquez. Merci beaucoup. Alors peut-être juste pour préciser quelque chose, on n'est pas les premiers acteurs à développer du solaire plus stockage. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et un certain nombre de développeurs français ont installé des centrales solaires plus stockage dans les EDNI, donc dans les zones non interconnectées pour le jargon électrique. La particularité de Zi Energy, c'est que nous, on les développe, alors je précise toujours le terme, en France continentale. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes le seul, voilà, quelque part, je disais. Mais c'est vrai que les zones non interconnectées, voilà. depuis longtemps, elles ont une problématique. D'un point de vue technologique, ça existe et il y a beaucoup de centrales qui sont aujourd'hui en opération. Donc Zi Energy, qu'est-ce que c'est? C'est un développeur, un opérateur de centrales hybrides PV plus stockage. Je vais préciser ensuite quel est l'objet. Nous faisons l'activité de développement et également d'opération. Et quand je parle d'opération, nous opérons le stockage, c'est-à-dire qu'en temps réel, nous faisons le dispatching du stockage pour le positionner et faire des choix de gestion qui correspondent à la fois aux engagements qu'on a pris auprès de nos différentes contreparties et puis des conditions de marché, de réseau et météo. Et cette opération du stockage et de la centrale hybride nous conduit assez naturellement à nous tourner vers l'aval, puisqu'on a à la fois une activité de développeur d'actifs, mais aussi d'opérateur et de valorisation de l'énergie. Et donc, on commercialise en direct la production de nos centrales hybrides auprès d'un certain nombre de clients. On a parlé tout à l'heure de contrats de gré à gré, oui, ou de corporate PPA. Voilà, et donc, on devrait annoncer prochainement, dans les prochains jours, la signature d'un premier corporate PPA Zi Energy sur un format un peu original qui tient compte des spécificités techniques de la centrale hybride. Alors peut-être juste le pourquoi. L'équipe a une certaine expérience et une certaine ancienneté dans le solaire. Ce que l'on a constaté au cours des dernières années, c'est que le solaire et le renouvelable se retrouvent dans une situation un peu paradoxale. Tout d'abord, immense opportunité du fait de la baisse des coûts et du fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des régions, ces pays, ces technologies de production verte sont compétitives par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. Donc ça, c'est l'immense opportunité. Cette opportunité se traduit un peu par
c'est pas vraiment un risque, mais vraisemblablement le soutien public, en tout cas pour les plus grandes centrales, va diminuer. Hein, c'est ce qu'on observe dans un certain nombre de pays. Voilà, donc il va falloir changer de modèle. Mais en parallèle, il y a deux défis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu dans notre vie professionnelle passée. Premièrement, des défis d'ordre physique. Vous savez tous, hein, quand vous avez des problématiques de développement, que le raccordement est un sujet et il le sera de plus en plus. À la fois parce que il y a de moins en moins de capacités disponibles. Tout le monde, ou presque, connaît le site Caparéseau qui permet d'avoir la visibilité sur les capacités disponibles sur les différents postes sources d'Enedis. Vous savez tous que sur un certain nombre de postes sources, cette capacité se réduit. Ce n'est pas propre à la France, ce n'est pas Enedis qui est moins performant que d'autres, c'est juste un changement de modèle électrique. Auparavant, il y avait de grandes centrales et puis l'électricité a été acheminée et distribuée. Voilà, et on est dans un modèle qui est en train de changer, où la production est plutôt délocalisée et cherche à remonter. Donc problématique de capacité, problématique de coût, c'est-à-dire qu'il y a des capacités, mais il y a des travaux à réaliser. Donc ce raccordement est de plus en plus coûteux et donc également de plus en plus long. Et puis enfin, dans un certain nombre de pays, quand il y a beaucoup de renouvelables, il y a des problématiques de stabilité, c'est-à-dire que même si vous avez les capacités à raccorder votre centrale, le réseau peut avoir des problématiques, en particulier quand il y a des variations importantes de puissance, hein, quand il y a un nuage qui passe au-dessus de la centrale photovoltaïque, le gradient de variation de puissance est significatif et peut déstabiliser le réseau. Pour montrer que ce n'est pas uniquement une problématique de pays, c'est pas du tout péjoratif, hein, en voie de développement ou avec un réseau pas forcément aussi robuste que celui que l'on a en Europe continentale, l'Italie, par exemple, a lancé il y a 1 an et demi un appel d'offres pour de la fast reserve. C'est rien d'autre qu'une stabilisation du réseau, voilà, de l'inertie. Il y a de moins en moins de machines tournantes en Italie, de rotors, de centrales thermiques. Et donc, le gestionnaire de réseau italien a besoin de retrouver des moyens techniques pour stabiliser le réseau à très court terme. Donc, premièrement, défis d'ordre physique. Deuxièmement, des défis d'ordre financier. L'année écoulée, même si elle a été un peu particulière, et donc peut-être pas totalement représentative, a vu exploser, notamment en Allemagne, le nombre d'heures à prix négatif. C'est bien de produire pas cher. La question, c'est qu'est-ce que vaut cette production? Et il y a un risque, ce que l'on a observé également dans un certain nombre de marchés, notamment des marchés avec des prix de l'électricité nodaux, c'est-à-dire qu'il y a une région avec un prix. Quand il y a beaucoup de renouvelables qui produisent en même temps, la valeur de l'électricité, c'est zéro. Voilà. Et ça, c'est quand même un problème pour le porteur du projet, parce que s'il arrive à construire un beau projet et que ce projet capte un prix négatif ou un prix pas à la hauteur de ses attentes, ça sera difficile de rentabiliser l'actif. Donc ça, c'est le constat. Et finalement, la solution, en tout cas la solution que nous, équipe The Energy, on y voit, est relativement triviale, elle n'est pas nouvelle. C'est le stockage. La particularité de The Energy, c'est qu'on essaie de faire en sorte que le stockage soit rentable maintenant. C'est-à-dire qu'on développe des projets qui sont aujourd'hui rentables, compétitifs. Nos 2 premiers projets, donc PV plus stockage, sont en cours de construction. On est sur des tailles significatives, hein, 8 MW de PV, 4 MW de stockage pour le premier qui est achevé ces jours-ci, et le deuxième, 18 MW de PV. Vienne, c'est ça? Alors, le premier projet, c'est un projet en partenariat avec Sorégie. Donc ça, c'était un stockage qui était installé a posteriori sur une centrale PV existante. Là, les 2 projets, ce sont des projets qui sont conçus dès le départ. Voilà. Et donc, notre modèle, c'est bien effectivement de rendre le stockage rentable aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de loup. Hein. Les projets ont été audités longuement par des banques, par des investisseurs qui ont pris des participations. Ce qu'on essaie de faire, c'est finalement d'avoir une vision système du stockage, et pas dire uniquement le stockage a de la valeur pour faire du load sheeting, du déplacement d'énergie pour la centrale photovoltaïque, ou pour faire de la réserve primaire uniquement pour le réseau, ou par exemple pour garantir une production renouvelable aux clients. Aujourd'hui, les acheteurs de corporate PPA, ils aiment beaucoup, c'est vert, c'est pas cher, il y a de la visibilité sur les... Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que ça ne correspond pas à leurs besoins. La forme ne correspond pas à leur profil de consommation, et surtout, il y a un aléa. Et ça, l'aléa, c'est un coût. Voilà. Et donc, si déjà on arrive, grâce au stockage, à faire en sorte que la livraison soit garantie, qu'il n'y ait plus d'aléas, il n'y a plus de coûts,
eh bien, ça a une valeur pour le client et ça permet de contribuer à la valorisation du stockage. Donc nous, notre modèle, c'est vraiment d'essayer d'avoir un stockage qui est rentabilisé sur des usages multiples de manière à le rendre viable sur le long terme, et en particulier si les différents marchés sur lesquels on positionne changent, et c'est certains qui vont changer sur la durée de vie du stockage. Donc c'est formidable, c'est pas plus cher, en plus vous répondez aux besoins de chacun de vos clients. Exactement, notre ça objectif c'est d'être au même prix, mais avec des éléments différenciants, et encore une fois le corporate PPA qu'on va signer dans les prochains jours, ce sera un produit différent, un produit avec une livraison garantie et un profil qui aura plus de valeur, plus d'énergie le soir et le matin quand l'énergie vaut plus cher, et pas de risque d'écart. Voilà. Les avantages du PV hybride, donc qu'est-ce que c'est ? C'est notamment un raccordement simplifié et moins cher parce qu'on est capable finalement de moins peser sur le réseau, on a besoin de moins de capacité, on a la capacité aussi à fournir des services aux gestionnaires de réseau localement, voilà, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Hein. RTE et Enedis lancent des consultations pour de la flexibilité locale. C'est un moyen d'y répondre. Le développement et du coup des projets est facilité et plus rapide parce que ces contraintes de raccordement sont en partie levées. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas ça aide. L'avantage pour le client, c'est que l'énergie est plus facile à consommer, absence de risque d'écart et avec un profil qui se rapproche plus de sa consommation. Et enfin, des projets qui sont moins risqués et mieux valorisés. Moins risqués, encore une fois, j'y reviens, parce qu'il a la capacité à agir sur la valorisation de sa production. Quand on a un projet PV seul, on subit le prix, on constate le prix. Quand on a un projet hybride, on a la possibilité de déplacer une partie de la production et de la positionner sur les heures qui sont les mieux valorisées. Alors, les investissements, ils ne sont quand même pas trop lourds dans cette histoire ? On est dans un monde où il y a beaucoup de liquidités disponibles. Ce que recherchent les investisseurs, c'est surtout de la visibilité pour ne pas investir dans des projets spéculatifs. Du stockage, il s'en développe beaucoup dans un certain nombre de pays, notamment aujourd'hui le Royaume-Uni, à la fois parce qu'il y a des besoins, mais au Royaume-Uni, les projets sont dans notre jargon merchant, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas sécurisés sur le long terme. Et donc, du coup, les investisseurs qui investissent dans ce type de projet ont des attentes de rentabilité très significatives. Voilà. Nous, on a un modèle complètement différent. On essaie plutôt d'avoir des revenus qui sont sécurisés, diversifiés, ce qui permet aussi de mitiger le risque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appétit pour les actifs développés par The Energy et avec des attentes de rendement qui sont en rapport avec le risque-prix. On a un œil sur vos réalisations, voilà. Et ce dont vous Donc parlez. 3 projets aujourd'hui pour montrer que nous, le stockage, c'est rentable dès aujourd'hui. Donc on a un premier projet qui est en opération depuis un peu plus d'1 an, qui a été donc Saint-Sauveur, qui est un stockage qui a été rajouté sur une centrale de notre partenaire sur ce projet, le groupe Sorégie, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis 2 projets portés par The Energy, donc pensés dès le départ comme des projets hybrides. Mentou, dont la construction est terminée. Voilà, 8 MW de PV, 3,75 MW de stockage. C'est un bon exemple. Typiquement, sur ce projet, il y avait des problématiques de raccordement. Le coût du raccordement était trop élevé par rapport à la taille du projet. On a réussi à réduire le coût du raccordement par 2. Et puis Gièvre, là pour le coup, c'est un projet sur lequel il n'y avait pas de problématique de raccordement et on a réussi à montrer que grâce au modèle hybride, on créait plus de valeur sur ce projet que par rapport à un projet PV traditionnel. Voilà, mise en service au début de l'année prochaine. Alors évidemment, vous pourrez commenter et continuer à réagir à ces questions-là, mais on le voit qu'il y a un vrai enjeu de modèle économique derrière ce que vous proposez, de rentabilité. C'est aussi l'un des enjeux pour Laurent Hubart et Energiga. Vous entendez baisser de plus de moitié les coûts du stockage de l'électricité. C'est vraiment autour de ça que c'est votre ligne de conduite, oui. Si je puis dire. Oui, je rebondirai sur certains aspects qu'on peut partager. Aujourd'hui, Energiga, c'est une jeune entreprise, puisqu'on a été créé en mars de cette année, de 7 associés qui regroupent des compétences de la production des batteries jusqu'au financement, et puis de la cellule, j'allais dire, jusqu'à la partie logicielle, en passant par la mécanique, la thermique, l'électrique. Et donc, du coup, l'objectif de cette société, c'est d'abord de produire en France des objets pérennes, donc qui ont une durée de vie longue. Et donc, sur ce modèle de production locale, on a un site de production en France pour ça. Mmh. Ce que vous disiez, aujourd'hui, dans le stockage de l'énergie stationnaire, de l'électricité, on n'a pas de problème vraiment technique. Le problème, il est clairement économique, de notre point de vue.
Quand on regarde les coûts de l'électricité dans différents pays, effectivement, on voit que le solaire est intéressant sur plusieurs zones géographiques. Et le coût du stockage a longtemps posé problème. Et nous, on est capable de pouvoir diviser par 2, voire plus, le coût du stockage au sens du mégawattheure utilisé. Donc, comment on fait comment vous faites ça? Comment on fait ça? Donc, il n'y a pas vraiment de baguette magique. Hein. L'idée, c'est qu'on a revu intégralement de la chimie jusqu'au logiciel tous les composants du stockage stationnaire, et pour éviter justement la vision aujourd'hui où on a différents acteurs qui se repassent le bébé les uns les autres, puis à la fin, on a un élément de stockage qui n'est pas forcément 100% adapté. Moi, pour avoir travaillé beaucoup dans le stockage de l'automobile et dans les batteries automobiles, on a appliqué la même méthode pour le stockage stationnaire, donc la même rigueur. Alors, effectivement, il y a la partie financement dont on vient de parler. C'est-à-dire que si on est sur des projets dont les taux de rentabilité sont 15, 20, 25% de rentabilité attendue, vous allez payer 2 fois, 3 fois votre élément de stockage. Et donc, ce sont des projets qui ne favorisent pas des solutions pérennes et longue durée. C'est des solutions court terme pour faire de l'argent rapidement. Et ensuite, vous prenez votre batterie, vous la jetez ou vous l'envoyez je ne sais pas où. Voilà ce qui se passe. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Hein. Ils ne veulent plus qu'on les envoie je ne sais pas où d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc nous, on est sur déjà des modes de financement déjà plus long terme. Et ensuite, on évite tout ce qui est revamping ou problématique de maintenance. C'est-à-dire qu'en général, vous allez payer 2 fois votre batterie. Là, l'idée, c'est que la chimie, l'électronique, tout est optimisé de manière à avoir une durée de vie de 25 ans sur la batterie. Pour ça, en fait, on a relâché les contraintes de l'automobile. Dans l'automobile, il y a quand même des grosses contraintes de densité, de place, hein, parce que le but, c'est de rentrer dans la voiture, ou à minima de rentrer dans la voiture. Et donc, effectivement, en relâchant un peu et en prenant 30% de place en plus, vous allez multiplier la durée de vie de la batterie par 2. Alors, ça ira pas dans une voiture, c'est pas fait pour, mais par contre, pour le stockage stationnaire, c'est hyper adapté. Donc, ce ne sont pas les mêmes batteries pour l'automobile et pour le stockage stationnaire. Même si aujourd'hui, le monde de la batterie, c'est quand même 90% de la voiture, l'idée, c'est pas seulement d'utiliser les mêmes batteries et ensuite de les replacer avec un logiciel qui n'est pas adapté pour faire du stockage stationnaire. Donc, on pense qu'il y a une vision intégrée pour pouvoir faire du stockage adapté. Et enfin, l'idée de pourquoi on veut produire localement, déjà parce qu'on habite ici. Donc c'est intéressant de fabriquer là où on habite ce qu'on utilise là où on vit. En tout cas, mes enfants trouvent ça futuriste. Il paraît que c'est futuriste de fabriquer localement. Et aussi, donc papa est très tendance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Papa est très tendance, c'est bien. Et en impact carbone, on gagne énormément. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir des matériaux qui se baladent de continent en continent, et puis ensuite une production de batterie qui est assez consommatrice d'électricité, je pense que Gérard le savent aussi, en Chine, avec du charbon, et puis ensuite de réimporter ici, en fait, on peut fabriquer aujourd'hui localement des batteries. Il n'y a rien qui nous en empêche de le faire, si ce n'est une habitude. Ça, c'est intéressant, parce que sur tous les sujets de réindustrialisation, on en parle en permanence. J'ai vu parfois des acteurs dire « moi, je suis parti ailleurs parce que je n'avais pas de quoi construire ici en France ». Vous dites « si, moi, je peux le faire ». Ah oui, on peut faire. Vous allez le faire dans les Hauts-de-France, c'est ça? Il y a même effectivement, nous on a un site industriel dans les Hauts-de-France. Hein. Le but c'est pas de raser non plus des espaces agricoles pour faire des batteries, mais il y a des friches industrielles. Alors nous on est dans un modèle un peu à part. C'est vrai que les modèles connus, c'est le modèle Tesla, pour caricaturer un peu le monde de la batterie, où il y a un petit peu une course au gigantisme. Ce sont des gigafactories qui sont nécessaires pour le monde de l'automobile. Donc c'est des choses qui font des centaines d'hectares. C'est bien dans l'Arizona, il y a de la place, ou dans le Nevada. Nous, on est plutôt sur de l'industrie locale, c'est-à-dire de développer des petits sites de production industrielle, type une vingtaine d'hectares, et qui sont bien adaptés. Là, vous avez sur l'image, c'est la ville d'Amiens. Donc en fait, ça vous donne un petit peu les ordres de grandeur et les ordres de taille entre les gigafactories type Tesla, et puis de la production locale comme nous on souhaite la développer, et on peut très bien donc fabriquer dans les différents pays. Donc là ce sont des exemples en France, en Grèce par exemple, où je parlais de l'Australie, mais en Australie il y a des projets aussi où ils ont des besoins de gigawattheures, et plutôt que d'importer les batteries aujourd'hui des États-Unis, même s'il y a des très bonnes relations entre les États-Unis et l'Australie,
Moins bien entre nous et les États-Unis là, en ce moment. Oui, c'est pour ça qu'on a un plan B en Grèce. D'accord. C'est aussi de produire effectivement localement, c'est-à-dire vous avez un petit site de production, vous développez de la compétence, vous développez du savoir-faire. Peut-être échanger vos containers contre production. des sous-marins, on ne sait jamais. Ça peut... Exactement, ça peut être une alternative. Et donc des usines de production qui sont aussi les usines de recyclage de ces batteries, vous voyez, localement. Je veux dire, le but, c'est pas de laisser les choses faire le tour de la planète, mais d'avoir des sites locaux. Et en ça, je trouve qu'il y a une communauté un peu d'esprit avec ce que je peux entendre de l'autoconsommation. Je ne suis pas expert de l'autoconsommation, mais du coup, on peut très bien produire localement, maintenir et recycler les objets, les containeurs de stockage qu'on fabrique. Donc là, vous en êtes au démarrage, vous avez juste créé. Quand est-ce que Donc là, vous on est au envisagez démarrage, que ça on a un devienne... premier projet Oui. pour accompagner en fait un projet donc c'est une centrale photovoltaïque qui fait 25 mégawatts. Enfin, c'est un petit projet par rapport aux très grands projets qui peuvent être connus. Ça va bien avec notre taille aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre 6 mégawattheures de batterie en démonstration. Et effectivement, la problématique, elle n'est pas seulement de faire de l'intraday, c'est-à-dire de vendre cher et acheter pas cher de l'électricité, mais aussi de rendre du service au réseau. Là, en l'occurrence, comme vous le citiez précédemment sur ce projet-là, il s'agit de... En fait, le poste de source est déjà saturé, l'autre, il est à 50 km. Il y a aussi des questions de foisonnement avec l'éolien. Le but, c'est aussi de pouvoir développer du solaire en complément de l'éolien. Dans les Hauts-de-France, on a beaucoup d'éolien, et on connaît la valeur du solaire, donc on souhaite aussi développer un peu cette partie-là. Et donc, ce sont des projets aussi de service. Ce n'est pas uniquement l'intraday ou le shifting de production qui va faire la valeur. C'est vraiment les services soit rendus au réseau, soit, voilà, ça peut être d'autres types de services aussi plus complexes, type régulation de fréquence ou autre. On va continuer à avancer sur le sujet et puis voilà, continuer après à réagir justement après le commentaire notamment de Sven Rosner, mais on va poursuivre avec Verkor et Philippe Chat, cofondateur, directeur de clientèle. Alors vous venez du monde de l'automobile, donc ça vous parle, ce qu'a dit votre voisin. Et là, on est sur des usines avec vous, une usine en tout cas. Absolument. Exactement dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, Verkor est une jeune société industrielle aussi, qui a été créée pour produire des cellules de batterie en France. Donc effectivement, Laurent Hubert nous parlait de containers et de batteries au sens large. Et à l'intérieur de ça, il y a avant tout des cellules de batterie qui, jusqu'à présent, comme vous le savez, sont majoritairement fabriquées en Asie. Et donc Verkor a été créé pour répondre à cette demande. Alors la demande, elle vient avant tout de l'automobile. Donc bien sûr, le basculement de l'industrie automobile du thermique vers l'électrique qui va générer une demande considérable de batterie, mais aussi, bien sûr, pour servir les besoins du monde du stationnaire. Et contribuer ainsi à la baisse des coûts dont vous avez largement parlé, à la décarbonation aussi. Alors la décarbonation des transports en faisant rouler des voitures qui ne consomment pas d'essence, mais aussi la décarbonation de la fabrication des batteries qui pèse assez lourd dans l'empreinte carbone des véhicules électriques et de la mobilité électrique. Je crois qu'il y avait juste quelques images, voilà, pour vous montrer qui on est. Donc Verkor, c'est avant tout le projet de construire une gigafactory. Alors là, on s'inspire de Tesla, dont plusieurs d'entre nous ont l'expérience, pour répondre C'est à Grenoble, d'où le fait qu'on voit aussi quelques montagnes autour. Absolument, c'est pour ça. absolument, avec un petit clin d'œil au massif du Vercors, qui est notre berceau. Donc effectivement, Verkor est installé à Grenoble. Je disais construire une gigafactory à l'horizon 2024 pour servir avant tout l'industrie automobile et notre premier client, le constructeur Renault, avec qui nous avons un partenariat. Et Verkor a été créé en juillet 2020, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et on est 6 cofondateurs. Et depuis, on est déjà une 50aine de personnes. Cette photo a été prise la semaine dernière avec pratiquement toute l'équipe. Depuis un an, on a donc noué ce partenariat avec Renault qui nous donne une visibilité sur plus de 10 gigawattheures de capacité dans notre Gigafactory. Et on a levé environ 100 millions d'euros
qui sont un premier pas dans l'objectif de cette Gigafactory, mais qui vont nous permettre de construire notre Verkor Innovation Center, qui est notre ligne pilote, ainsi que notre centre de développement, notre centre de formation, probablement notre siège social aussi, qui est lui aussi à Grenoble. Donc la Gigafactory sera probablement pas à Grenoble, elle sera dans un site qu'on est en train de choisir en lien avec notre client, mais l'entreprise est basée à Grenoble et le Innovation Center, lui, sera bien à Grenoble. Pour un horizon, quoi, c'est fin 2022. Enfin, c'est peut-être pas C'est si ça. simple, ça, oui. L'Innovation Center sera opérationnel en mi-2022 Mhm. et la Gigafactory plutôt en 2024. Et alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, vous êtes évidemment en partenariat avec Renault. Vous venez du monde de l'automobile, mais Oui. vous l'évoquez aussi. C'est pas destiné qu'à ça. Globalement, sur le marché de l'énergie, on parlait du véhicule aussi to grid ce matin. Enfin, Oui. il y a des enjeux Absolument. derrière. Alors, il y a effectivement deux points d'intersection entre les batteries automobiles et le stockage stationnaire et le stockage pour le réseau. Il y a le véhicule to grid, c'est-à-dire comment les batteries qui sont dans les voitures contribuent à rendre des services au réseau. Ça, c'est une première chose. Et l'autre, c'est un peu ce que disait Laurent Hubard à l'instant. Le développement de la capacité industrielle à travers ces gigafactories contribue très fortement à la baisse des coûts. Et on peut utiliser, alors certes, ce n'est pas les mêmes batteries, ce n'est pas les mêmes cellules qui sont pour le stockage stationnaire et pour les batteries, mais on peut utiliser les capacités industrielles, donc l'usine et les machines, pour produire des batteries tout à fait adaptées au stockage stationnaire et donc contribuer ainsi à la baisse des coûts et toute l'expérience dont on parlait. Et alors, quelle place vous voyez trouver dans un univers, justement, on voit arriver de plus en plus, parce qu'on a ce besoin-là, d'usines, de factories, pour parler bien français, dédiées aux batteries? Alors, comme je le disais, la demande est considérable. La demande ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous, on estime qu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire très bientôt, la demande en Europe, seulement en Europe, sera de l'ordre de 500 gigawattheures de capacité. Donc nous, à l'horizon 2025, on aura probablement 16 gigawattheures de capacité. Et à l'horizon 2030, en Europe, au moins 800, voire 1000 gigawattheures, donc ça doit s'appeler un térawattheure de capacité industrielle. Et nous, à cet horizon-là, on envisage d'être à 50 gigawattheures de capacité. Donc ça laisse encore beaucoup de place. Certes, il y a beaucoup de projets en Europe et d'ouverture de Gigafactory, et c'est une très bonne chose. L'important pour nous, pour l'Europe, c'est de construire une industrie de la batterie, c'est-à-dire d'acquérir de la souveraineté, d'acquérir une indépendance vis-à-vis de l'Asie et d'acquérir ça, on la a les moyens technologie. pour ça. Vous savez, on revient toujours sur la même question. Je vais sortir la question bateau du journaliste sur les matériaux. On les a pas, les fameuses terres rares. Et voilà, je mouline tout ça. Vous voyez très bien. Alors, c'est une longue question, mais si vous voulez une réponse courte, oui, en France et en Europe, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a surtout la technologie, la capacité industrielle, les compétences. Et on a une structuration de chaîne d'approvisionnement et de traçabilité, très important, qui est tout à fait capable de répondre à ces besoins, notamment de matières premières. Alors, traçabilité, ça veut dire aussi, ça rejoint recyclabilité aussi. Voilà, sans oublier le recyclage, absolument, qui est une filière qui se développe à grande vitesse actuellement en Europe et sur laquelle on est extrêmement confiant. Alors Sven Rosner, il y a beaucoup de choses qui ont été dites donc, du côté de l'Allemagne et de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre, ces projets, parce que voilà, on voit qu'il y a des sociétés assez jeunes, finalement. C'est pour ça que je disais qu'il y a encore 2 ou 3 ans, il n'y avait rien de concret, même si ça se faisait sur les îles, mais pas toujours en France. Déjà, on voit une vraie impulsion en France. Alors en Allemagne aussi, comment ça se passe ? Merci beaucoup déjà à Richard et à Enerplan d'avoir organisé ce colloque. Ça fait plaisir de vous voir tous ici, pas derrière un écran, mais vraiment en public. Oui, alors le stockage en Allemagne, c'est peut-être une histoire qui est un peu plus ancienne qu'en France, qui est très liée à la question de l'intégration au réseau des énergies renouvelables. Le photovoltaïque a bien sûr cette énorme qualité d'être polyvalent, de savoir s'adapter à chaque situation. Le stockage aussi.
Le photovoltaïque, il est relativement prévisible, mais le stockage, lui, aide quand même de lisser les courbes et de faciliter son intégration. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2013-2014 avec l'introduction d'un programme. Vous savez, en Allemagne, l'autoconsommation privée ou à domicile joue un rôle très important. Il y a un prix d'électricité pour les particuliers qui est aux alentours de 300 € le mégawattheure. C'est beaucoup, c'est le double de ce qu'il y a en France. Donc, d'où l'intérêt de faire de l'autoconsommation. Mais il reste bien sûr la problématique que vous avez ce pic à midi quand vous n'êtes pas à la maison. Donc, il est très compliqué en semaine d'aller au-delà de 20% d'autoconsommation sans batterie. L'État a donc lancé un projet avec un programme de soutien pour l'achat d'une batterie. Ça a tellement bien marché qu'à un moment donné, ils ont arrêté de subventionner les batteries. Aujourd'hui, il y en a 275 000. Et je rebondis sur ce qui a été dit sur la table ronde précédente. En Allemagne aussi, on voit donc que l'année passée était une année assez formidable finalement pour tout ce qui était bâtiment, parce que 90 000 de ces batteries ont été installées en 2020. Maintenant, on sait aussi en Allemagne que la raison pour l'installation de ces batteries, elle n'est pas économique. Elle est quelque part plus haut dans la pyramide de Maslow. Il est assez peu probable d'amortir cette batterie dans une durée de 20 ans. Mais comme vous voyez, donc, le marché il fonctionne et il y a un impact positif sur le réseau. Donc la courbe de production elle est lissée. Et bien sûr, le particulier, il peut donc augmenter le taux d'autoconsommation chez lui. Par la suite, toujours dans la perspective de l'intégration des renouvelables dans les réseaux, là on a parlé de la fréquence. Il y a eu un petit boom en 2016-2017 pour des batteries de grande taille sans photovoltaïque, bien sûr, qui étaient installées. Le marché il a un peu flambé, il s'est très vite calmé par la suite parce que finalement on a vu que les installations ont dépassé les besoins et les modèles d'affaires sont aujourd'hui pas vraiment très probants. Il y a eu par la suite l'électromobilité qui est arrivée avec aujourd'hui un parc de 300 000 véhicules électriques. Ça faisait quand même 10% des immatriculations l'année passée en Allemagne. Là, ce n'est pas très évident de trouver vraiment le lien avec l'autoconsommation photovoltaïque, de chiffrer ça, mais ça joue aussi parce que finalement, bien sûr, vous roulez quasiment gratuitement si vous faites ça avec votre propre électricité. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et on a en Allemagne eu moins de problèmes d'intégrer les grandes centrales PV. C'est en train de changer un peu, en tout cas. Le gouvernement allemand, il a lancé les appels d'offres dites innovation, donc où on participe avec des centrales de grande taille, mais de plusieurs technologies, donc éolien et PV, ou PV et stockage, par exemple. Et, donc, ça consiste en quoi, appel d'offres innovation? C'est-à-dire qu'on associe vraiment ces centrales à innovation, à dans ce cas-là, très... c'est que c'est une conception innovante dans le sens qu'on ne construit pas simplement une centrale au sol sur le champ. Pour le PV, la rémunération elle est déjà assez proche pour ces centrales du marché spot. Donc, pour créer un peu une dynamique sur de nouvelles approches qui faciliteraient aussi par la suite une meilleure utilisation du réseau. Donc, le concept était de inciter les développeurs à fournir des centrales qui peuvent donc mieux utiliser les plages qui leur sont consacrées dans les postes de charge. Et donc, on a vu cette année que dans les volumes de 500 mégawatts qui ont été mis sur le marché, le photovoltaïque avec stockage a pris l'intégralité. Ce qui est nouveau dans ce cas-là aussi, donc pendant longtemps on a dit que c'était ça la vraie innovation, c'est que c'est une rémunération qui n'est pas basée sur une prime de marché glissante comme on le connaît en France par exemple, et surtout pas capée,
Mais c'est donc une prime de marché flottante, donc qui s'ajoute sur le prix spot si vous vendez l'électricité à la bourse ou sur votre PPA. Et donc, comme en France actuellement, le marché de gros, pour le baseload, il est en forte croissance depuis un an. Donc, avec cette rémunération de 45 € par mégawattheure, il est aujourd'hui possible, plus les revenus du marché, de réaliser quand même des chiffres assez intéressants. Et là, on parle de centrales de 1 méga, 1 méga et demi. Et donc ces volumes vont croître actuellement de 500 mégawatts par an au sud des appels d'offres classiques à 850 mégawatts par an d'ici 2028. Donc ça, c'est un peu le panorama du stockage en Allemagne actuellement. Je vois beaucoup de compétences en France qui a commencé plus tôt avec les contraintes des ZNI, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en France, d'où peut-être aussi le début plus tard dans le utility scale. Mais ça commence maintenant et je suis sûr aussi, bien sûr, que les développeurs français ont là peut-être déjà une carte à jouer sur le marché français, allemand. Donc voilà, c'est un message que vous passez. Et sur les gigafactories, il y en a. Bon, on sait qu'il y a Tesla qui a installé une. Il y a Tesla qui. D'ailleurs, ça ne se passe pas toujours très très bien avec l'entourage, l'environnement, si je puis dire. C'était parfois un peu tendu. Mais il y en a aussi en Europe, enfin allemand, je veux dire, allemande. En Allemagne, vous savez tous que l'Allemagne, le secteur automobile, c'est un des premiers secteurs, donc avec 1,5 million d'emplois. C'est un grand souci pour la politique fédérale. C'est également un grand souci ou une priorité pour les régions. On a les élections là ce week-end, donc on a vu la difficulté d'aborder le sujet de cette transition industrielle, donc de faire une transition écologique sans handicaper trop l'industrie conventionnelle. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui seront perdus parce que vous n'avez plus de filtres dans une voiture électrique, vous n'avez plus de bloc moteur, vous n'avez plus d'embrayage, plus de boîte à vitesse. Donc il faut créer d'autres emplois. Donc il y a plusieurs gigafactories qui sont aujourd'hui en construction en Allemagne, surtout d'acteurs étrangers. Donc vous avez cité Tesla, bien sûr, c'est sans doute le plus visible, mais il y a différentes usines aussi qui sont en construction d'autres acteurs, parfois asiatiques aussi, et par contre aussi européens par la suite, donc pour alimenter cette chaîne de valeur qui est en train de se réinventer pour la voiture. Et alors juste, parce qu'on parlait aussi globalement de nouveaux modèles, vous m'avez parlé aussi d'un quartier, justement, qui est en lien avec une usine Mercedes. Il y a une centrale PV, un électrolyseur, une usine Mercedes, c'est ça? Finalement, c'est tout cet univers qui se rejoint. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, stockage, c'était vraiment dans le sens large. On peut ouvrir, parce qu'on on balaye, puisqu'on va voir du côté de l'Allemagne, donc on balaye plus largement le sujet. Oui, bon, je pense qu'il faut essayer différentes choses. Aujourd'hui, je pense la technologie de stockage, ce que nous comprenons, la plus compétitive, c'est la batterie. L'hydrogène, c'est un grand sujet en France comme en Allemagne. Donc là, on parlait d'un quartier où il y a un démonstrateur, donc où il y a du photovoltaïque en toiture. Et une partie de cette électricité, pas en autoconsommation, mais pour alimenter un électrolyseur qui, par la suite, selon ce qu'on a compris, va donc alimenter une usine de Mercedes pour des poids lourds qui sont couverts par la stratégie nationale de l'hydrogène pour les approvisionner en hydrogène. Là, je pense on est encore loin de modèles d'affaires qui se portent tout seuls sans soutien, mais bon, c'est toujours intéressant d'essayer quelque chose de nouveau et de voir ce que ça rapporte par la suite. Par contre, si on parle de photovoltaïque en toiture, une chose qui est très intéressante, ce qu'on a vu en différentes régions en Allemagne, c'est qu'il y a maintenant une obligation dans certaines régions au photovoltaïque pour tout ce qui est bâtiment neuf non résidentiel.
Donc là, on vise le tertiaire, la petite industrie, qui est un secteur très fort en Allemagne. Et ça va sans doute aussi avoir un impact sur l'autoconsommation et en conséquence aussi sur la batterie, là, sur des tailles beaucoup plus intéressantes et sans doute aussi avec des calculs économiques différents et peut-être une rentabilité aussi plus intéressante que pour les particuliers. Alors Philippe Cher, je voyais prêt à réagir, allez-y. Oui. Non, c'était pour boucler la boucle sur les gigafactories. En fait, comme je le disais tout à l'heure, un des impacts importants, c'est l'empreinte carbone de la fabrication de la batterie. Alors c'est vrai que l'Allemagne est le lieu de prédilection de beaucoup d'acteurs asiatiques pour venir installer leur gigafactory, en plus de Tesla que vous avez cité. Mais il y a une différence qui reste significative entre la France et l'Allemagne, c'est le contenu carbone du mix énergétique, enfin du mix électrique. Donc c'est pour ça que nous, Verkor, on prévoit de s'installer en France. Parce qu'effectivement, comme le disait Laurent Hubard, une gigafactory, ça consomme beaucoup d'électricité, ça la transforme en batterie. Et donc, il est très important de réduire l'empreinte carbone des batteries. Et c'est en faisant ça, et c'est justement pour boucler la boucle, que plus on réduit l'empreinte carbone des batteries, plus on pourra installer de batteries et faire de l'autoconsommation, et donc contribuer à abaisser le mix énergétique et le contenu carbone du mix électrique, y compris en Allemagne. Voilà, comme ça. Voilà, boucler. On va voir, c'est pas si facile que ça de venir en Allemagne. On peut parler du cadre réglementaire. Je voulais vous poser la question, mais il y a une question aussi qui vient là en ligne. Quel impact des TURPE 6 sur les modèles d'affaires PV plus stockage, favorable, défavorable? Est-ce que l'un ou l'autre, allez-y, je vous en prie, Mathieu Lassalle. Très défavorable sur les stockages tout seul, stockage standalone. Défavorable sur le PV plus stockage tel que le développe The Energy. Quelqu'un veut rebondir aussi sur cet aspect plus globalement? Donc on en parle aussi souvent. On a vu là, la technologie, elle se met en place. Vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire, on va dire, d'un cadre? Parce que quand c'est de l'innovation, on parle d'appel d'offres innovation. Je réponds pour ce qui... Nous, on n'a pas besoin d'aide. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on fonctionne dans un modèle qui est rentable et non subventionné. Certes, on participe sur certains projets, ceux que j'ai présentés dans des appels d'offres creux, mais l'essentiel de notre portefeuille de projets est aujourd'hui sur un modèle de corporate PPA. C'est vrai que la France, dans le développement du stockage stationnaire, est un peu la face nord de l'Europe, parce que quand on compare par exemple à l'Italie, le stockage n'est pas considéré comme un consommateur et donc il ne paie pas de TURPE. Ce qui fait qu'en termes de coûts, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant et notamment pour tout ce qui est déplacement d'énergie. Quand vous avez un prix d'électricité qui par exemple tombe à zéro ou devient négatif à un certain moment et que le soir, ou quand l'éolien s'arrête, il revient très important. Du fait du TURPE en France, il faut que ce différentiel, ce spread dans le jargon des traders, soit très significatif pour gommer le coût du TURPE. En Italie, il n'y a pas de TURPE, donc vous avez la capacité à déplacer de l'énergie moyennant juste le coût des auxiliaires et le rendement du stockage. Laurent Hubard, vous voulez Oui, peut-être pour compléter parce que vous posiez la question un petit peu des freins ou des aides qui existent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de subventions, il y a suffisamment de projets comme ça pour faire du stockage stationnaire, surtout dont le prix à l'utilisation est divisé par 2. En revanche, dans les personnes avec qui on travaille, souvent ils ont des problématiques par rapport à tout ce qui est assurance, même. Alors on pourrait parler des décennales par exemple. C'est vrai que les produits de stockage ne sont pas très bien connus, même de la part des assureurs en fait en général. Alors qu'il y a des très vieilles chimies qui datent ça fait 40 ans qu'on utilise certaines chimies, donc on a énormément d'expérience et on sait très bien ce qui est dangereux et pas dangereux. Effectivement, il faut éviter de faire n'importe quoi, comme le disait tout à l'heure la FFB, je pense. Mais à partir du moment où on fait ce qui est prévu, c'est vraiment des objets qui sont très très connus. Par contre, tout ce qui est assurance ou fonds de garantie ou autre pourrait peut-être aussi venir en soutien sur la partie au moins stockage stationnaire. Je connais moins dans le solaire comment ça s'est passé, mais ça c'est un besoin. Et effectivement, comme nous on milite pour le développement industriel, ou au moins un micro-industriel, industrie locale en France et dans les pays européens, c'est un type de soutien qui peut avoir du sens pour développer une industrie.
et éviter que ce soit seulement des grosses industries asiatiques qui se développent. Philippe Chin voulait rajouter quelque chose? Je vous voyais avec le micro. Non. Sven, vous avez quelque chose à ajouter là? J'ai trouvé ça intéressant aussi sur la table ronde précédente. C'est vrai qu'en Allemagne, je pense la filière du PV, et de toute manière les filières de la transition énergétique ont beaucoup plus tôt, je pense, c'est peut-être, vous allez dire, typiquement allemand, commencé à regarder les normes et ont essayé de définir des règles de jeu et par la suite aussi de créer des métiers en phase avec ses besoins. Et ça a permis de créer aussi une confiance parce qu'il y avait des standards, parce qu'il y avait des procédures définies, etc. Et je pense que ça a énormément aidé à l'essor des filières en Allemagne. Tout n'était pas parfait, bien sûr, mais au moins, je pense qu'il y a eu relativement peu de situations où il fallait expliquer par la suite pourquoi une telle chose a été possible. Et la confiance, je pense, des utilisateurs n'a jamais vraiment été secouée. Et comme ça, on évite des frustrations et on facilite aussi la progression des installations. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans le public? Parce que là, j'ai peu de questions qui viennent des gens derrière Internet. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, allez-y. Vous êtes en pleine digestion. Vous pouvez rajouter quelque chose, allez-y, vous avez le temps, alors allez-y, complétez. Encore une fois, moi je me plaçais de la perspective du développeur de projet, hein, pas de l'industrie qui essaie de faire émerger une filière européenne qui sera, de mon point de vue, bienvenue. Mais oui, enfin, comme tout produit nouveau, et le stockage est relativement nouveau, enfin semble nouveau, hein, même si la technologie est très ancienne. Il y a beaucoup d'éducation à faire à tous les niveaux, assureurs, financiers, conseils techniques, des DT, enfin toutes les administrations qui ont leur SDIS, qui ont leur mot à dire sur les projets. Et c'est vrai que on est toujours confronté à un moment ou à un autre à la vidéo de la voiture électrique X ou Y qui brûle et qu'on est obligé de mettre dans un réservoir d'eau pour l'éteindre. Voilà, donc ça fait partie de l'éducation. Mais le stockage est tout à fait sûr, recyclable et a toutes les vertus pour préparer l'avenir. Alors, je crois qu'il y a une question là, voilà. Et une deuxième, voilà, on en a deux là-bas. Comme on parle d'autoconsommation, jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous avez parlé de grosse puissance. Si vous prenez votre boule de cristal, pour une capacité de stockage, je ne sais pas moi, 200-300 kW crête à 5 ans, c'est combien le coût du stockage, du mégawattheure stocké? C'est quoi votre vision? Alors, on parle effectivement de gros objets. Alors, en moyenne, dans des containers de stockage, nous, on met entre 15 et 20 étagères. On parle des containers, ça fait à peu près 2 MWh. Bon, enfin, ça dépend après de ce qu'on met dedans, hein, mais ça vous donne des ordres de grandeur. Sur un container, c'est à peu près 2 MWh. Donc, quand on parle de milliers de gigawattheures en marché européen, autant vous dire que le stockage stationnaire représente une petite partie de l'industrie automobile. Mais c'est ça, c'est 1%, bon. Mais c'est déjà un gros pourcent en fait, en tant que tel. Le coût du mégawattheure utilisé, donc nous on s'est référé à une étude qui a été faite par Lazare, enfin, qui est d'ailleurs actualisée chaque année sur le coût actualisé du stockage stationnaire, ce qu'ils appellent le LCOS, qui ressemble un peu à ce que vous appelez le LCOE dans la partie production d'électricité. Donc, alors, on a gardé les mêmes hypothèses de manière à changer uniquement ce que nous on a porté par rapport à un coût de 150 euros par mégawattheure stocké et ensuite utilisé. Nous, on est aujourd'hui à 70 et on sait qu'on peut descendre à 50 euros par mégawattheure stocké et utilisé. Donc, on n'est pas à un coût marginal de zéro. Malheureusement, pas encore, je sais plus qui. Mais on est au début, peut-être là où était le solaire il y a 20 ans. C'est là où on est aujourd'hui dans le stockage. Donc après, on prend ou pas le train, et puis à notre manière ou pas. Mais il y a potentiellement un train à prendre. Donc voilà à peu près des ordres de grandeur de référence et de ce qu'on peut faire. Ensuite, c'est très dépendant des projets.
Je crois que juste pour compléter, et c'est un peu le piège, hein, même si l'étude Lazare est relativement détaillée, il y a aussi la courbe Bloomberg d'évolution du prix de stockage. La question, c'est surtout la taille du projet, parce que nous, on a pas mal travaillé sur des projets d'autoconsommation, par exemple à la taille d'un hypermarché, hein, qui est un bon candidat. Et en fait, plus la taille du stockage est petite, plus les coûts d'intégration explosent, les coûts de l'EMS, hein, donc du système qui pilote le stockage. Et voilà, ça renchérit fortement le coût du système. Et ça fera que demain, des systèmes de stockage de plus petite taille bénéficieront moins de la baisse des prix des cellules que sur des gros projets. Alors, je crois qu'il y a une autre question dans le fond, puis il y a une question qui est venue là, du public virtuel. On va dire à vous, Laurent Hubard, pouvez-vous préciser les services réseau qui peuvent entrer dans les modèles d'affaires de centrales de centrales PV plus stockage chez vous, je connais moins que... Oui, je pense que c'est plutôt la question, elle vient plutôt à Mathieu. Oui, je ne sais pas pourquoi il est marqué, je commence à lire à Monsieur Hubard, et puis en lisant Donc c'est plutôt vous, voyez, les services réseau qui peuvent entrer dans les modèles d'affaires de centrales PV plus stockage. Tous les services réseau peuvent rentrer dans les modèles d'affaires. Après, c'est une question d'adaptation des règles, hein. Là aussi, on est sur un produit nouveau, donc les gestionnaires de réseau, et notamment RTE, doivent adapter les règles qui étaient en vigueur pour des centrales thermiques ou hydrauliques dispatchables au stockage. Ça prend un peu de temps, mais tous les services peuvent être considérés, et surtout ça dépend du pays, hein. Je vous donnais l'exemple de l'Italie. On a aujourd'hui 2 projets en Italie où on va proposer pour Terna de la fast reserve, de l'inertie à partir du milieu d'année prochaine. Donc ça, c'est un service typiquement ultra rapide que seule la batterie est à même de fournir. Alors, il y a une question qui arrive, une remarque. Les opérations d'autoconsommation collective butent-elles aussi sur la double application du TURP et de la CSPE en cas de, j'attends la fin, de batterie installée sur le réseau? Je lis en même temps. Hein. Les opérations d'autoconsommation collective butent-elles aussi sur la double application du TURP et de la CSPE en cas de batterie installée sur le réseau? Oui. Voilà, je lis. Hein, là. Ça dépend où. Voilà. Alors c'est peut-être but elle aussi, mais c'est pas une question, c'est une remarque en fait. Voilà. Donc j'ai lu la remarque. C'est pas simple hein, parfois. Allez, on prend une dernière question et après on enchaînera avec la table ronde suivante. Pierre-Emmanuel Roger, directeur technique de BIM Énergie. Je vais un peu dans la continuité de la question précédente. Vraiment pour aller encore plus petit en taille de batterie, aller plutôt vers la taille de batterie du kilowattheure, donc pour une utilisation vraiment domestique. Est-ce que vous avez une visibilité sur cette baisse de prix et à quel horizon? Je te laisserai me répondre, mais c'est vrai que aujourd'hui, toutes les cellules étant un des éléments essentiels, vont dans l'automobile. Donc, on bénéficiera, enfin, les petits projets, à mon avis, bénéficieront pas tout de suite de la baisse des prix. Je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, pour des installations moyennes, alors je comprends qu'il y a des coûts fixes comme l'EMS et autres. À voir si ça peut se simplifier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être un peu imaginatif. Il y a quand même plein de gens intelligents dans la salle et dans la ville et dans notre territoire pour pouvoir faire peut-être des choses plus simples des fois et adaptées à l'usage. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des collections de choses très compliquées adaptées pour des grosses centrales mises sur des choses qui ne méritaient pas autant d'intelligence, en fait, j'allais dire. Quitte à aller très loin dans la disruption, il y a des choses qui font du open source EMS. Alors je sais que l'open source ne fait pas rêver tout le monde, mais je trouve qu'il y a des choses intelligentes qui tournent là-dedans. Donc il y a des EMS open source. De la même manière, nous dans le financement, on est assez preneur de tout ce qui est le développement du financement participatif dont vous aviez parlé, je crois, dans la journée. Et c'est aussi donc les gens, soit par leur intelligence dans l'open source, soit aussi par une partie de leurs économies, sont prêts à investir pour débloquer des situations. Voilà. Après, pour les 10 kWh, moi, je n'ai pas de visibilité sur les tout petits produits. Moi, je ne suis pas fournisseur, donc j'en ai pas non plus, mais je pense qu'il faut aussi appréhender
enfin, les centrales de taille un peu plus grande qui ont des avantages évidents en termes de coûts. Hein. Moi, je fais souvent le parallèle. La France, il y a 100 ans, s'est électrifiée avec des petites centrales hydrauliques et le réseau qui s'est développé un peu autour. Ensuite, on a changé de modèle avec des grandes centrales. Moi, ce que je propose avec des centrales hybrides qui ont finalement une capacité à alimenter localement pratiquement 24 heures sur 24, on revient un peu à ce modèle-là. Voilà, donc c'est aussi de l'autoconsommation. Il n'y a pas de support spécifique, mais aujourd'hui, économiquement, ça marche. Certes, demain, on pourra baisser de taille, aller vers des installations beaucoup plus petites, et ce sera l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne, même sans soutien spécifique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose l'un ou l'autre, puisque ça va être la conclusion de cette table ronde? Alors, sur la baisse des coûts, on a une très bonne visibilité sur la baisse des coûts des cellules. Donc clairement, dans l'automobile, on sait très bien où ça va. On est en train de franchir les $100 du kilowattheure au niveau cellule, c'est déjà le cas, et au niveau pack bientôt. En revanche, comme ça a été dit, pour le stockage stationnaire domestique, donc des petites installations de quelques kilowattheures ou dizaines de kilowattheures, le coût des cellules reste important. C'est pas évident de pouvoir bénéficier directement du coût exact des cellules automobiles, parce que c'est pas forcément les mêmes, parce qu'elles sont pas disponibles pour plusieurs raisons. Mais effectivement, une composante importante du coût, c'est la constitution du système, les auxiliaires, l'EMS, même simplement l'installation, même des coûts fixes qui sont afférents. Donc, il y a tout un nouveau modèle d'affaires à développer pour ces installations-là. On a vu des acteurs comme Tesla s'intéresser à ce marché aux États-Unis avec leur Powerwall. C'est effectivement une filière qui pourrait bien se développer en France. Voilà un prochain sujet. Voilà. Sven, ouais, voilà. Alors, tout à l'heure, je disais qu'en Allemagne, il y a un marché qui pèse 80 000 installations de batteries chez les particuliers par an, avec un benchmark du prix de marché ou du prix pour le consommateur de l'électricité sous-tiré qui est le double de ce qu'il y a en France. Et aujourd'hui, les gens qui achètent cette batterie ne cherchent pas la rentabilité, ils ne la trouvent pas non plus. C'était pas le mot de fin. Je pense, si on est là plus sur un raisonnement économique, on va peut-être plutôt favoriser la voiture électrique. Parce que là, j'ai plusieurs avantages qui, réunis, peuvent donner sens. Mais ce que je retiens de l'Allemagne, et je pense aussi de la France, c'est que les personnes qui s'engagent à leur niveau privé dans la transition énergétique, ils ne font pas uniquement ça pour faire des économies. Bon, c'est une chance pour la filière aussi, qu'il y a un marché qui n'est pas défini par un pur raisonnement économique. Et ça peut donner aussi une perspective à une filière pour les petites centrales de stockage. Merci à vous. Puis vous parliez de se retrouver physiquement. Je crois que le forum franco-allemand de la transition énergétique, le 18 novembre, ça va être du physique aussi. Pour les intervenants. Voilà, pour les intervenants. Vous restez encore très prudents. Hein. Bon, moi, j'aurais le grand plaisir d'être avec vous, mais je n'aurai pas de public encore, là encore. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre pour votre intervention sur le stockage. Merci, on peut vous applaudir. Merci.